Juste avant leur départ en excursion, après avoir rangé leurs bagages dans le coffre de la voiture, Thelma et Louise, dans le film éponyme de Ridley Scott, 1991, partagent une pratique que personne n'appelle encore selfie. Pour autant que l'on puisse considérer cette séquence devenue culte d'un point de vue ethnographique, ce qui frappe est la rapidité et le naturel avec laquelle les deux femmes se prêtent à l'expérience. Aucune hésitation de la part de Louise, qui se saisit du Polaroid, le porte à bout de bras et se colle à sa camarade, pas plus que de la part de Thelma, qui prend immédiatement la pose adéquate. Ce bref intermède de quelques secondes, parfaitement reconstitué par l'équipe du film, semble indiquer que le geste de l'autophotographie, en situation, est déjà routinier. Son intervention au début d'un road movie peut être interprétée à la fois comme symbole de l'union du couple et comme la marque de l'indépendance des deux femmes, qu'aucun homme ne prend en photo à leur place. Dans une œuvre qui fera date pour son féminisme, le Polaroid inaugural fonctionne comme un signal joyeux de la reconquête de l'autonomie. Cette image se distingue d'emblée de l'autoportrait classique, traditionnellement voué à la figuration intemporelle d'une personne seule et de sa dimension narcissique. Autant que par la présence des protagonistes de l'action, le genre est identifiable par l'autoproduction de l'image, mais aussi par sa dimension fortement située. Ce que Thelma et Louise immortalisent, c'est le portrait d'un moment et d'une expérience, l'instant du début de voyage qui les réunit, dans une photo qui porte leur signature visuelle. Un dernier plan montrera l'envol du Polaroid, juste avant que la voiture des deux femmes ne plonge dans le ravin. L'ensemble de ces traits résume un usage discret, mais qui semble déjà largement inscrit dans les pratiques. Même en l'absence d'une identification officielle, sa mobilisation cinématographique vaut brevet de reconnaissance et indique qu'il est suffisamment reconnaissable pour être employé comme une figure emblématique, ainsi que le démontre la large diffusion d'une photographie promotionnelle qui reproduit la scène. Il faudra attendre sa version numérique, dénommée selfie, pour que celui-ci devienne la pratique photographique la plus représentative des formes visuelles contemporaines. Selon Gisèle Freund, la signification historique de l'essor de la photographie correspond à la démocratisation du portrait. Mais la technique d'enregistrement, basée sur le principe de la projection optique, impose une séparation géométrique de l'univers entre l'espace de la représentation et l'espace représenté. Selon cette césure, l'opérateur ne peut pas faire partie du champ, sauf à user d'expédients qui contournent les contraintes du dispositif. Tant que le preneur d'image était un professionnel au service d'un client, cette exclusion n'a pas posé problème. En revanche, on peut constater que le développement de la photographie amateur fait émerger le désir d'une participation de l'opérateur. Souhait logique, et si l'on considère que celui-ci n'est plus un tiers, mais une partie prenante de l'action qui fait le sujet du cliché. L'introduction du retardateur, dont les premiers modèles sont commercialisés dès 1902, est la plus ancienne forme d'automatisation de la prise de vue. Remédiant à la contrainte optique par le décalage temporel, cet outil permet au photographe de se joindre à un groupe et de se photographier en situation. Le manuel du Retinette de Kodak, l'un des premiers modèles grand public à intégrer le retardateur à l'appareil en 1954, commente de manière explicite ce gain d'autonomie. Se photographier soi-même, montrer que l'on était de la partie, l'image gagne ainsi en intérêt. On ne trouve pas toujours sur place une personne de bonne volonté qui sache et veuille bien manœuvrer l'appareil. Il suffit alors d'un support stable, à défaut de pied, et le dispositif de retardement fait le reste. Le retardateur présente toutefois plusieurs inconvénients. Outre la nécessité d'un support, il oblige à composer l'image au préalable, ce qui exclut la photographie sur le vif. Pratique documentée dans le contexte du tourisme, le prêt de l'appareil à un tiers doit lui aussi être considéré comme un cas d'autophotographie par délégation et un témoignage du souhait constant des acteurs d'être présents à l'image. La participation reste toutefois un paramètre difficile à concilier avec l'autonomie de la prise de vue.
Il existe 3 manières principales de pratiquer le selfie. En se servant d'un miroir, par retournement de l'appareil, ou encore, pour les modèles les plus récents, par l'utilisation de la caméra frontale. On peut ajouter à cette liste la solution originale proposée en 2006 par Nick Woodman avec le format de la caméra d'action GoPro, qui adapte à un usage grand public les principes de prise de vue sous-marine. Créé pour pouvoir enregistrer une performance sportive sans aide extérieure, l'outil est caractérisé par l'automatisation de l'exposition, une fixation solidaire du support de l'action et le choix d'un objectif grand angle qui enregistre un vaste champ où le corps du protagoniste se trouve bien souvent inclus. Mentionnons enfin des sous-genres, comme la photographie de pied ou d'ombre portée, qui permettent également cette inclusion, sans nécessité d'outillage particulier. Ces diverses formules ne produisent pas les mêmes images, ni dans les mêmes conditions. Le selfie au miroir fournit habituellement un champ plus vaste et permet de contrôler le cadre, mais il dépend de la disponibilité d'un dispositif réfléchissant. Le selfie retourné, souvent perçu comme le plus typique, impose un rétrécissement du champ, réduit au visage, et doit s'effectuer au jugé. Le principe optique des action cam permet de bénéficier d'un champ élargi, mais impose simultanément une signature visuelle particulière. Réunir ces différentes pratiques sous la même appellation ne va pas tant de soi. La GoPro n'est pas le premier modèle de caméra spécifiquement conçu pour la participation. Dès 1983, le Minolta Disc 7, appareil photographique analogique, est pourvu d'un miroir convexe en façade et d'un stick télescopique pour faciliter l'autoportrait. Cette proposition, que l'on retrouvera dès le premier téléphone GSM intégrant la fonction photographique, le Sharp JSH04, commercialisé au Japon en 2000, ne fera pourtant pas école. De même, on notera que la fameuse caméra frontale de l'iPhone 4, ajoutée en 2010, n'autorise qu'une définition de 480 sur 640 pixels, de qualité bien inférieure à l'instrument photographique de 2 mégapixels, alors, associé au smartphone. Il s'agit en réalité d'un dispositif prévu pour le chat vidéo. La caméra frontale s'inscrit dans la généalogie de la webcam, un équipement courant dans les années 2000, spécialement destiné non au portrait, mais à la communication visuelle. Cet outil, pas plus que le développement du moniteur orientable sur les caméras vidéo, puis sur les bridges dès le début des années 2000, ne seront jamais associés à une quelconque forme de critique du narcissisme. Ces observations permettent d'affiner la question de la définition et de l'historicité du selfie. Le succès du genre a encouragé des recherches d'antécédents qui n'ont pas tardé à se transformer en histoire du selfie, dont certaines prennent l'allure d'une récapitulation de toute l'histoire du portrait. Cette approche pose question dès lors que l'emploi du terme selfie, attesté à partir de 2002, renvoie clairement à la version numérique de l'autophotographie. Or, l'introduction de ce mot correspond à un changement d'échelle du geste, mais aussi à une évolution de ses fonctions et de son empreinte culturelle. Il est toujours dangereux de plaquer sur une pratique ancienne une grille interprétative plus récente. En toute rigueur, on ne devrait pas appeler selfie une pratique antérieure au début des années 2000. Mais le cas du selfie ne nous confronte pas à une innovation technique, l'apparition d'un format ou d'un genre au sens strict. Comme le suggèrent l'ancienneté et la diversité des formes réflexives, l'absence de leur qualification psychologisante ou le fait que les fabricants n'ont, jusqu'à très récemment, pas disposé de dispositifs correspondants, on a affaire ici à un bouquet de pratiques que l'appellation selfie vient réunir dans une construction culturelle a posteriori. Dès lors, il appartient à cette dynamique de s'étendre au-delà de frontières ou d'exceptions précises. 3 évolutions majeures se combinent pour faire apparaître des pratiques jusque-là sans histoire. Compte tenu de l'absence d'accessibilité à la photographie amateur,
Avant l'émergence de plateformes interactives comme MySpace en 2003 ou Flickr en 2004, un facteur essentiel est celui de la visibilité inédite des productions vernaculaires. Ce qu'on peut dès lors apercevoir, c'est à quel point la diffusion des camphones, outils légers, automatiques et faciles à manipuler, contribue à encourager l'autophotographie. Dans ce contexte, ce sont les propriétés conversationnelles de l'image qui confèrent à ces formes une qualité nouvelle, une utilité nouvelle. Si les autoportraits à bout de bras peuvent être préférés à la banale photo d'identité comme portrait de profil, ils s'accompagnent surtout de messages ou de légendes qui dévoilent le caractère fortement contextualisé de leur usage. Publié en octobre 2006, un selfie des cofondateurs de Flickr, Stuart Butterfield et Katerina Fake, intitulé Hi Mom, Salut maman, porte ainsi l'indication typique envoyée à mes parents pendant que je leur parlais au téléphone pour qu'ils puissent partager la vue de l'endroit où nous étions. La photographie connectée fait du selfie le véhicule d'un type bien particulier de communication. Le signalement instantané d'une situation spécifiquement destinée à un récepteur. L'image devient ici un message visuel dont l'interprétation dépend étroitement du triangle formé par son émetteur, l'occasion représentée et le destinataire visé, autrement dit, présente un fort degré de dépendance au contexte. On peut comprendre le développement des formes particulières de la conversation en ligne comme une réponse à ce que plusieurs auteurs décrivent comme un effondrement du contexte, context collapse, causé par la perte du caractère multidimensionnel de la communication vivante. Dans le prolongement du format des statuts, Twitter proposait initialement de répondre à la question « What are you doing ?» Le selfie produit un message caractérisé par la situation des lieux et de la temporalité de l'action, ainsi que du rapport de l'émetteur à cette action. Le selfie répond à l'effondrement du contexte par une hyper-contextualisation qui corrige l'indétermination des échanges et devient simultanément une ressource dialogique. Contrairement à la vision égocentrée de la communication en ligne, celle-ci comprend peu de messages autosuffisants à caractère terminal. La conversation numérique favorise à l'inverse la recherche de l'interaction et du rebond. À cette fin, il convient de fournir à l'interlocuteur un matériau qui autorise la réplique. La proposition d'interaction du selfie est d'autant plus attractive qu'elle comporte une dimension personnelle et procède d'informations connues des interlocuteurs, facteur d'engagement dans la conversation. Le caractère de bricolage technologique de l'autophotographie ajoute à ses traits une esthétique qui a largement participé à son identification, jouant des incertitudes du cadrage, des traces visibles de la manipulation ou de l'amateurisme de la prise de vue. Le selfie présente un ensemble de défauts visibles qui sont rapidement devenus la signature du genre. Ces défauts, qui l'éloignent des règles compassées du portrait et lui confèrent sa fraîcheur et son originalité, ont été interprétés comme des manifestations d'authenticité, renversant la loi d'airain de la représentation qui, depuis la caverne de Platon, repose dans la dissimulation du dispositif. L'exhibition du caractère autoproduit de l'image est devenue une garantie de spontanéité et de fidélité. Est devenue une garantie de spontanéité et de fidélité. Rectification. André Guinter, l'image partagée. Une réflexion considérable sur la photographie numérique, sa recontextualisation, son histoire. Il s'agissait simplement des toutes premières pages du paragraphe du chapitre sur le selfie, le tout dans une mise en page et une documentation formidable. On a affaire évidemment à un ouvrage de fond. J'ai oublié l'éditeur. Textuel. Il ne parle pas
des lampes LED qu'on achète 20 € chez Leroy Merlin et qui sont formidables pour se photographier soi-même.